La séance est reprise. Question de Madame Cécile Untermaier à Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice. La parole est à Madame Cécile Untermaier. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Garde des Sceaux. Je voulais évoquer avec vous le parcours judiciaire des victimes de violences conjugales et particulièrement la question de la prise en charge des frais de justice lorsque l'auteur est insolvable. J'ai rencontré dans ma circonscription la famille d'une victime décédée sous les coups de son conjoint et j'ai pu à cette occasion mesurer ce parcours judiciaire qui s'apparente finalement à une sorte de double peine pour la famille de la victime. Alors, elle doit consacrer des sommes importantes à sa défense, même si il y a des conventions d'honoraires et qu'elle sait où elle va. Elle doit répondre aussi en appel lorsque l'auteur fait appel, aider lui en cela par l'aide juridictionnelle. Certes, l'aide juridictionnelle est ouverte à toutes les familles, quelles que soient les ressources, dès lors qu'il s'agit de crimes. Pour autant, vous le savez comme moi, son niveau est faible. Il ne permet pas de recourir à l'avocat de son choix. Et cette information, en outre, n'est pas connue des victimes. Je l'ai découvert à cette occasion et moi-même, je l'ai découverte lors de l'évocation de ce sujet. Il y a, me semble-t-il, aussi un déficit de lisibilité et d'accompagnement. Et les associations, malgré tous les efforts qu'elles font, ne sont pas en capacité de l'assumer convenablement. Alors, je vous poserai 3 questions. La première, est-ce qu'on peut réfléchir quand même à augmenter ce plafond de l'aide juridictionnelle? C'est un sujet général et particulier pour un réel accès à la justice. Peut-on rendre possible la déduction de son montant sur les honoraires de l'avocat? Peut-être est-ce possible, je n'ai pas trouvé cette information. Et me semble-t-il, par tout moyen, développer l'information par les associations, de sorte que ces familles qui se rendent dans différents coins de France pour défendre leur juste cause ne soient pas confrontées à de réels frais, qui sont des frais de déplacement, des frais d'hôtel, etc. Et ne pas les mettre en situation de devoir demander cette information, mais au regard de la gravité des faits, eh bien qu'elles puissent être renseignées de manière à l'initiative du tribunal ou de l'association d'aide aux victimes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Untermaier. La parole est à Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, Monsieur le député, Madame la députée, merci pour cette question qui est un peu plus large que celle que j'avais initialement. Je vous y réponds donc. Vous connaissez évidemment l'engagement qui est celui du gouvernement et le mien pour aider les victimes de violences conjugales, et je partage avec vous le souci que l'aide juridictionnelle puisse accélérer et en tout cas faciliter le recours à la justice. Comme vous l'avez dit dans votre question, la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle prévoit dans son article 9-2 que précisément les victimes des crimes les plus graves, mais également leurs ayants droit, j'insiste donc sur ce point, ont droit à l'aide juridictionnelle sans condition de ressources. Évidemment, dans le cas d'un meurtre, comme celui de la situation que vous évoquez, cet article trouve à s'appliquer. Et donc, le cas que vous soulevez me semblerait devoir être résolu par l'application de ces dispositions. Si tel n'était pas le cas, il faudrait évidemment regarder très précisément ce qui se passe. Vous évoquez toutefois le fait qu'il y a un déficit d'accompagnement sur la connaissance de ces dispositions, ce que je peux entendre, et dans ce cas, évidemment, je rappellerai aux associations, je pense à plusieurs d'entre elles notamment, que ce dispositif existe et qu'il doit pouvoir s'appliquer. Par ailleurs, dans le cadre de la proposition de loi qui vient d'être déposée et qui est issue du Grenelle, du Grenelle sur la lutte contre les violences conjugales. Je vous rappelle ce que nous avons prévu de mettre en place dès 2020 en matière d'aide juridictionnelle, qui nous permettra d'aller au-delà de ce que vous évoquez. Nous allons d'une part favoriser le recours à l'aide juridictionnelle provisoire
lorsque la victime demande à bénéficier d'une ordonnance de protection afin que le traitement de cette demande puisse être accéléré et ne vienne pas freiner ce processus, nous allons également financer la mise en place de permanences d'avocats au bénéfice des victimes de violences conjugales qui demandent une ordonnance de protection afin qu'elles puissent immédiatement être accompagnées, conseillées et prises en charge. Vous avez évoqué deux autres points qui concernent d'une part la revalorisation de l'aide juridictionnelle, d'autre part la possibilité de rendre son montant déductible pour les avocats. Ce sont des questions qui viennent à l'instant d'être posées, en tout cas pour la seconde, qui viennent de m'être présentées et sur laquelle donc je conduirai une réflexion. En tout cas, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les victimes, lorsqu'elles ne sont pas décédées, leurs familles puissent également être accompagnées dans ce processus très long et très douloureux de reconstruction d'une cellule familiale. Merci, Madame la Ministre. Oui, Madame Untermaier. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre pour cette réponse. Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour faire avancer cette cause. Je voulais simplement mettre vraiment en exergue une question particulière qui est celle des familles victimes de féminicides, de meurtres, et qui ne doivent, me semble-t-il, pas être dans la situation de devoir requérir, chercher les renseignements, mais que ceux-ci viennent à eux. Et je pense qu'il y a une autre, parce qu'ils ne sont pas si nombreux, fort heureusement que cela, et nous devons les accompagner de la manière la plus sérieuse. Et puis, je pense qu'il faut qu'on travaille sur la déduction de l'AJ et sur l'augmentation de son niveau dans des situations aussi dramatiques que celle-ci. Merci, chers collègues. Question de M. Gwendal Rouillard à M. le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La parole est à M. Gwendal Rouillard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, ma question porte sur l'impact du Brexit sur la pêche française et en particulier la pêche bretonne. La France, vous le savez bien, est très engagée dans le cadre de la négociation du Brexit. Le président de la République a mis en haut de la pile le sujet de la pêche, qui fait partie de la négociation globale. Pour autant, à cette heure, nous sommes toujours inquiets. Permettez-moi de rappeler à cette tribune quelques chiffres. En Bretagne, nous avons 4800 marins, 1200 navires. Et sur ces 1200 navires, 10% des bateaux bretons sont directement concernés par l'accès aux zones de pêche britanniques. Sur ces 10%, 50% d'entre eux réalisent plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans les eaux britanniques. Si vous me permettez de zoomer sur le port de pêche de Lorient, terre qui est la mienne, notre navire amiral, c'est l'entreprise L'Armement Lascapèche. 13 bateaux, ces principaux bateaux sur les 106 de l'armement, travaillent dans les eaux britanniques et 50% du poisson mis aux enchères provient des eaux britanniques. Je rajoute, c'est un élément important, si on prend l'écosystème dans son ensemble, que 60% de l'activité de la vingtaine de mareyeurs lorientais est directement concernée par les eaux britanniques. J'arrête les chiffres, mais nous avons bien compris que pour la France, pour la Bretagne, pour l'Orient, cette négociation est vitale. Et je ne vous cache pas, vous vous en doutez, que l'inquiétude est significative au port de pêche à Lorient, mais plus globalement au sein de la filière. Les enjeux de la négociation, c'est mon deuxième point, vous les connaissez très bien. Comment garantir un accès aux zones de pêche britanniques? Quel deal peut construire ensemble? Quel maintien des droits historiques qu'on a négociés dans les années 70? Quel quota de pêche demain? Parce que si demain la Grande-Bretagne sort, ça signifie potentiellement la fin des quotas de pêche pour nos amis britanniques. Quelles conditions de débarquement des captures des navires français dans les ports britanniques et leur transport en France? Je pourrais rajouter la question des droits de douane, qui est évidemment posée sur ce secteur d'activité comme sur les autres.